Voilà, donc bonjour à tout le monde. Notre nouveau Speedinaire de la saison 2025 va démarrer sur un sujet qui fait et qui a fait l'actualité ces derniers jours. Vous avez pu le voir sur les différents réseaux. Donc, nous allons pouvoir aborder le sujet en sachant que la séquence va durer une trentaine de minutes en tout, dont 15-20 minutes d'échange, d'intervention de Médéric Chapiteau, qui est ancien gendarme fonctionnaire du ministère des Sports, spécialiste des sports de combat et sociologue. La séquence sera donc enregistrée et diffusée sur notre site internet, dont l'adresse est en bas à droite, sur la rubrique événements, dans lequel vous pourrez réécouter le replay ou le diffuser à vos contacts. Alors, le thème, le sujet, c'est celui-ci. Donc, se voiler ou pas dans le sport, est-ce là la question? C'est bien une des premières questions qu'on voudrait poser à Médéric. À toi, Médéric. Merci Alain, bonjour à tout le monde. Effectivement, j'ai 15 minutes pour vous parler d'un sujet qui défraie la chronique, qui est hautement inflammable. Donc, trois questions ont été proposées par Asporta. Je vais essayer de les traiter. La première, c'est cette proposition de loi est-elle une loi anti-musulman? La question 2, c'est pourquoi faire une loi? Est-ce que c'est pas aux fédérations de gérer? Comment font-elles aujourd'hui? Et la question 3 qui vous intéresse particulièrement, c'est les impacts sur les collectivités à l'heure où on parle. Donc, dans un premier temps, je vais vous lire une question qui a été une question-réponse au gouvernement, qui date un peu. Je vais vous la livrer telle qu'elle de l'époque et pour vous illustrer que le débat n'est pas nouveau. Je prends le verbatim, j'ouvre les guillemets. Je tiens à vous dire que je suis extrêmement mobilisé, tout comme l'ensemble du gouvernement, pour la défense non pas de la laïcité positive ou de la laïcité restrictive, mais de la laïcité tout court, car ce terme n'a pas besoin d'adjectif. Cette valeur fondamentale se suffit à elle-même. C'est la raison pour laquelle je veux réaffirmer ici que tous les terrains, tous les stades, tous les gymnases ne sont et ne doivent pas être des lieux d'expression politique ou religieuse. Tous les signes d'appartenance politique ou religieuse doivent y être bannis, laissés à l'entrée de ces enceintes, qui sont des lieux de neutralité dans lesquels ne doit être pratiqué que le sport. Telle est notre position. Cette question au gouvernement, vous savez que ça fait force de loi, une question-réponse au gouvernement, date de 2016 et c'était le propos de Thierry Braillard et de Patrick Caner, ministre des Sports, et Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport sous le gouvernement socialiste de Hollande. Pourquoi je vous dis ça en un propos introductif? Parce que techniquement parlant, la proposition de loi qui vient d'être déposée par les sénateurs, en fait, est transpartisane. À aucun moment, c'est une loi anti-musulman. C'est très mal abordé médiatiquement et encore plus mal abordé politiquement. Elle permet de renforcer les clivages des extrêmes en priorité et ça pose un vrai débat de fond pour nous qui sommes acteurs du sport parce qu'en plus, on n'utilise qu'un signe pour justifier cette loi qui est le port du voile et ce qui cristallise les passions et les haines, c'est le cas de le dire, de part et d'autre. Donc c'est quelque chose il faut prendre du recul sur cette loi qui parle bien de signes politiques et religieux et qu'aujourd'hui, si cette loi, alors vous le savez, moi je suis un partisan de cette loi, je ne m'en cache pas, je suis un partisan pourquoi? Parce qu'en fait c'est l'état du droit, on oublie de le dire, c'est que depuis le 23 juin 2023, les signes ostentatoires sur les terrains de football sont interdits et c'était déjà le cas sur une loi précédente. Et donc, à partir de là, le gouvernement a décidé d'en faire une loi pour interdire les signes politiques ou religieux. Ça pose une vraie question, c'est pourquoi on en débat encore aujourd'hui. Souvent, les détracteurs de cette proposition de loi avance ce qui se fait à l'international. Sauf que on ne peut pas prendre ce qui nous intéresse de l'international et évacuer ce qui ne nous intéresse pas de l'international sur le sujet. En France, le Conseil d'État a estimé en 2006 que les règlements des fédérations internationales ne s'appliquaient pas sur le territoire national, à l'exception des Jeux Olympiques, etc. Mais dans le cadre des règlements des fédés, elles sont fermes et elles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait la Fédération française de football dès 2016 pour imposer le principe de neutralité et ne pas comprendre le terme neutralité qui va être central dans mon intervention, neutralité au sens
de la neutralité des fonctionnaires, mais la neutralité au terme de l'article 50.2 de la Charte olympique, qui parle de neutralité dans le cadre de la pratique sportive. Pour vous illustrer un autre débat qui est un peu passé sous les radars il y a 15 jours, qui est sur la même ligne, il faut savoir qu'il y a eu une attaque également au Conseil d'État sur les avocats et avocates qui demandaient également à porter des signes ostentatoires avec la robe d'avocate. Il faut savoir que le Conseil d'État a statué pour expliquer que les avocates étaient, alors que c'est un job on ne peut plus libéral, le Conseil d'État a statué qu'il fallait imposer la neutralité aux avocats et avocates sur les signes et également au motif de l'uniforme. Il fallait que tout le monde respecte un même uniforme. Je trouve que l'argument est très intéressant parce qu'on peut tout à fait en faire un parallèle sur le sport. Alors, vous l'avez bien compris, on ne parle que de l'article 1 dans cette proposition de loi qui concerne les clubs les compétitions sportives. Moi, ça me pose un vrai problème parce que si cette loi ne passait pas, aujourd'hui, on pourrait tout à fait avoir sur les terrains de sport demain des équipes qui mettent sur leur maillot leur étiquette politique. Imaginez un match de foot avec les deux extrêmes aujourd'hui, chaque équipe défend une extrême politique. On serait bien embêté si sur le terrain de sport au quotidien, y compris pour la collectivité. Sur le deuxième article de la proposition de loi, qui pour moi est le plus discutable, mais personne n'en parle, et là ça vous concerne directement, vous, directeur de collectivité, directeur des sports, c'est la neutralité des infrastructures et des équipements sportifs mis à disposition des associations et des usagers. Alors là, je trouve qu'il y a une vraie discussion parce que pour le coup, on pourrait envisager, si on lit l'article, une pleine neutralité. Ça voudrait dire que même peut-être les entraînements seraient concernés. Le troisième article concerne les piscines. Bon, il faut être très clair, il y a déjà tous les règlements intérieurs des piscines qui sont quand même très bien orientés, sauf qu'il y a encore des piscines avec des créneaux réservés. Aujourd'hui, la notion de créneau réservé n'est pas interdite. Hein. Si vous mettez votre créneau pour les pompiers, etc., ou pour un club, ça ne pose pas de souci. Par contre, attention, le créneau réservé en lien avec que pour les hommes, que pour les femmes, etc., pose un vrai problème là de droit constant, c'est-à-dire que c'est de la discrimination. Si là, on tombe sous le coup du pénal. Donc, c'est un vrai débat. Donc, cet article doit, à mon avis, réaffirme une position toujours discuté et discutable. Et un article dont personne ne parle, qui pour moi est central, d'ailleurs c'est le cœur de mes travaux de recherche, c'est l'article 4 qui aujourd'hui permet à l'État, et sur demande des collectivités ou des fédérations, de contrôler des éducateurs sportifs qui seraient fichés par leur enseignement et de leur interdire d'exercer. Alain le sait, on a eu un cas à Dole dans le Jura, donc dans sa ville, dans un collège ou dans un lycée. C'était un éducateur qui venait de Dijon et qui a été suspendu par la préfecture de Dijon au nom de sa radicalisation religieuse. Il n'intervenait pas dans la ville, mais il intervenait dans le cadre de l'éducation nationale, ce qui renforce encore les inquiétudes là-dessus. Donc on sait que ce genre de choses sont importantes. Pourquoi j'interviens aujourd'hui aussi avec vous? Il ne faut pas oublier que sur les 6 derniers mois, il y a 4 clubs qui ont été fermés par les autorités administratives. C'est-à-dire que ces 4 clubs ont été fermés sur ordre sans prévenir les collectivités du jour au lendemain. Fermeture de 3 clubs de foot et d'un club de boxe. Imaginez, le club de boxe a été fermé en partie avec la collectivité. Mais pour la collectivité, je prends le dernier club qui a été fermé, vous avez 300 gamins dans le club, il faut pouvoir les réorienter derrière. Donc il y a quand même des discussions à avoir sur cette logique-là. Alors la deuxième question, pourquoi faire une loi? Est-ce que ce n'est pas aux fédérations de gérer? Je vais vous donner un chiffre que vous avez sûrement entendu dans les débats. 118 fédérations aujourd'hui agréées par le ministère des Sports à l'heure où je vous parle. Il y a 118 manières différentes d'appréhender les valeurs de la République, la laïcité, etc. etc. Quelque part, c'est pas entendable. Comment tous les directeurs des sports et directrices des sports peuvent connaître les règlements intérieurs de chaque fédé? Des fédérations ont mis le principe de neutralité dans leur statut, exemple la fédé de foot. La fédé de kickboxing également. Il y en a d'autres, c'est dans leur règlement sportif. Il y en a d'autres, c'est dans leur règlement intérieur. C'est très, très compliqué. Et je pense que
Moi, je suis convaincu que c'est une question régalienne et que si c'est du régalien, c'est à l'État de poser un cadre légal, un cadre de légiférer. Donc, le fait que ça soit à l'État de poser une loi me paraît particulièrement opportun. Ce qui n'est pas dit dans la chanson, si vous m'autorisez l'expression, c'est que dans la plupart des auditions parlementaires ou diverses et variées par les précédents rapports, à chaque fois, les fédérations ont demandé, les présidents de fédérations ont sollicité l'aide de l'État parce qu'une loi simplifierait la démarche. C'est plus eux qui sont en première ligne, c'est bien l'État qui a légiféré et non plus les présidents de fédé qui sont à l'origine de ce genre de choses. Pour information, vous avez le président de la Fédération française de basketball l'année dernière qui a subi en Île-de-France une véritable cavale puisque 60 clubs ont déclenché une pétition plus les réseaux sociaux qu'on connaît tous par cœur maintenant parce qu'il avait juste fait appliquer le règlement de la fédération qui n'est pas de son fait mais qui était comme ça du principe de neutralité religieuse dans les pratiques du basket et ça a déclenché des hostilités terribles. Il faut savoir que sur ces 60 clubs, 58 se sont dédiés dans la foulée, je crois que c'est 58, ont rétropédalé, si on prend l'utilisation du terme en vigueur, dès que les collectivités ont soutenu le président de fédération et l'État pour dire qu'ils retiraient toutes les subventions du club. On se rend compte quand même qu'il y a encore, à un moment ou à un autre, quelques actions légitimes. Alors, en fait, moi, je parle souvent de cohérence républicaine. Aujourd'hui, vous prenez une gamine qui va faire du handball au club de Massy, par exemple, elle va être autorisée à porter un signe ostentatoire, ou un mec, ben, peu importe. Et par contre, si elle faisait du basket, ça serait interdit. C'est incompréhensible pour les gamins, c'est incompréhensible pour les spectateurs, c'est incompréhensible pour les parents. Et donc, ça renforce la notion de stigmatisation et d'amalgame sur ces questions-là. Donc moi, je suis sur la question 2. Je pense que les fédés, elles sont là pour appliquer une directive étatique. Elles n'ont pas à le faire elles-mêmes. Elles n'y arrivent pas aujourd'hui. Dernière question, et non des moindres, qui va ouvrir les questionnements derrière avec vous, c'est quels impacts pour les collectivités, notamment certaines qui ont fait du clientélisme de gauche comme de droite, mais c'est surtout quels impacts aujourd'hui. Aujourd'hui, les collectivités sont mises sous pression par rapport à ces questions-là, notamment vous en tant que directeur de service des sports. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Si demain, l'État vous fermez un club sans même que vous ayez d'éléments à votre niveau, on pourrait s'interroger. Mais ce n'est pas là le risque premier. Le risque premier pour moi, vous le connaissez tous quelque part, vous connaissez l'anacronyme, hein, le CER, le contrat d'engagement républicain. Il faut savoir que le contrat d'engagement républicain, tous les clubs associatifs le signent pour pouvoir bénéficier des subventions et des mises à disposition d'infrastructures. La problématique, c'est que ce contrat d'engagement républicain, il suffit de cocher une croix pour dire qu'on respecte le principe du contrat d'engagement républicain. Et vous, collectivité, vous délivrez des subventions ou vous mettez à disposition des infras. Ce qui est normal, c'est la loi. Et que vous avez défini de le faire comme ça, ce n'est pas un reproche, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf qu'on se rend compte que les 3 derniers clubs qui ont été fermés, notamment dans le foot ces 3 derniers mois, ils avaient tous signé le contrat d'engagement républicain. Et on oublie de dire que dans ce contrat d'engagement républicain, tous les arbitres doivent être formés à la laïcité, la citoyenneté, aux valeurs de la République, à la lutte contre le séparatisme et à la prévention de la radicalisation. Il en est de même pour tous les éducateurs sportifs, c'est le code du sport. Je pourrais vous transmettre les références du code du sport à Alain pour que vous les ayez derrière. Et vous avez également tous les dirigeants qui doivent être formés sur cette thématique-là. S'ils ne sont pas formés et qu'ils signent ça, vous êtes dans votre bonne foi, vous mettez à dispo, mais pour vos élus, ça peut poser de vrais problèmes derrière et pour vous également. Donc moi, je suis assez attentif à ce qui se passe dans les collectivités. Je suis de plus en plus sollicité par les collectivités pour justement accompagner les directeurs de services des sports, les collectivités en général, pour former leurs dirigeants de club sur cette question, leur délivrer un petit papier de certificat sur ces questions-là pour protéger à la fois les collectivités et à la fois comment on appelle ça, les directeurs de services des sports qui octroient des salles. Parce que c'est très compliqué à gérer. Deuxième élément, le club le plus ancien qui a été fermé, notamment en région Rhône-Alpes, c'est un club d'ultra-droite
qui s'appelait l'Agogé. Là, on était dans du séparatisme. Il a été fermé et ça a mis beaucoup de temps parce qu'on n'avait pas toujours les textes nécessaires. Il y a eu des fermetures provisoires avant d'arriver à une fermeture définitive et une dissolution, sauf erreur de ma part, au ministère de l'Intérieur de l'association sportive qui était en lien avec Génération Identitaire. Donc on se rend compte que le projet de loi du politique et du religieux prend toute sa place. Aujourd'hui, ce projet de loi va continuer à son chemin parlementaire. S'il est présenté à l'Assemblée, il sera automatiquement remanié. Il y a besoin de préciser des choses. Hein. Vous êtes des spécialistes du sport. Que la loi ne s'applique qu'aux fédés délégataires, c'est intéressant, mais ça veut dire que les fédés agréés qui organisent des compétitions en lieu et place des délégataires ne seraient pas concernés. Enfin, c'est très compliqué. Tout ça pour ouvrir le débat. Je pense qu'elle a été très mal amenée, cette loi, d'un point de vue médiatique et politique. C'est plutôt une loi de bon sens et de tolérance, selon moi. Alors, il y en a sûrement qui ne seront pas d'accord avec moi là-dessus, et je l'entends parfaitement, mais je pense qu'on est dans une logique qui répond aux exigences du Conseil d'État. J'ai tenu le timing qui m'a été octroyé en 15 minutes pile. Donc, je reviendrai sur les différents échanges en fonction de vos questions. Merci à vous. Super. Merci Médéric. Bien entendu, donc je vous invite à poser vos questions sur le chat. Bon timing, Médéric. Il y a déjà deux, trois questions Ouais. posées, donc je vais en citer, en lire une, et je demanderai ensuite à Alban Benasser de poser la sienne de manière concise pour que on puisse laisser le temps à Médéric d'y répondre. Donc, première question, quelle doit être la position logique des fédérations sportives délégataires de services publics? Est-ce que c'est la neutralité ou pas de signe religieux autorisé? Point d'interrogation. Alors si je comprends bien la question, la personne qui la pose, elle fait une distinction entre la neutralité et les signes religieux, c'est ça? C'est ça, Ok, exactement. alors pour moi, il faut faire attention. Alors, les fédérations, leur positionnement aujourd'hui est en train d'évoluer. Depuis 2023, grosso modo, de nombreuses fédés, comme je l'ai dit, sont en train de changer leur règlement intérieur, etc. Donc, à mon avis, on va partir sur une prise de position de 100% neutralité, à l'exception de deux fédérations, voire trois, qui font un vrai blocage. Tant qu'il n'y aura pas la loi, ils ne bougeront pas. Il s'agit de la fédé de handball qui reste sur sa posture et c'est tout à fait respectable, même si moi je ne suis pas d'accord avec eux, c'est respectable. L'athlétisme qui n'est pas au clair sur son positionnement et le judo qui est pour le coup c'est pas très clair, c'est encore sur les postures en fonction de la tenue, etc. Il n'y a pas de position claire. Donc je pense qu'on s'oriente dans tous les cas de figure, soit vers la 100% neutralité, soit vers du 100% tout autorisé. Parce qu'on ne peut plus rester dans l'entre-deux aujourd'hui. Et la question qui va se poser, c'est quelles sanctions pour ceux qui ne respectent pas l'une ou l'autre consigne. J'espère avoir Parfait. répondu. Bon, mais, certainement que Judas va pouvoir, Aurélien, hein, Judas va pouvoir éventuellement compléter sa question si nécessaire. Autrement, Ouais. je vais lire la question d'Alban, à moins que Alban Benasser vous vouliez poser la question directement à Médéric, ça sera peut-être plus simple. Oui, bonjour. Bah, si vous me le permettez, mais j'avais cru Allez-y. comprendre que les Oui, interventions se faisaient par le chat. Je vais activer mais ma caméra, ce sera un peu plus agréable peut-être pour voilà. tout. Mais c'est vrai, c'est par le chat quand la question est courte, la vôtre étant assez longue, je préférais que vous la condensiez, Oui, ce oui, sera plus mais efficace. Merci. je vous remercie de me donner la parole. Je vais faire très rapide. D'abord, merci pour ce speedinaire, merci pour vos travaux. Je suis avocat au barreau de Paris en droit du sport et j'ai eu le plaisir il y a quelques années de faire partie des instances déconcentrées de la Fédération française de boxe. Ouais. Et je suis attentivement les débats sur lesquels vous travaillez et qui nous intéressent tous aujourd'hui. Mes questions sont les suivantes. Vous avez évoqué en début de propos l'article 50.2 de la Charte olympique et la neutralité politique et religieuse qui le consacre. À titre personnel, je vous rejoins totalement. Le terrain de sport doit rester un espace neutre de toute idéologie et de toute religion. C'est mon avis personnel, il n'engage que moi, mais je le partage avec vous. Ma question, en revanche, concerne l'attitude du CIO, donc le Comité international olympique, qui prend depuis maintenant plusieurs dizaines d'années certaines libertés avec l'application de sa propre charte, et notamment à travers l'exemple de certaines athlètes saoudiennes, iraniennes, etc. On a pu voir que le CIO autorise des signes religieux.
Ça, c'est ma première question. Quel est votre avis sur cette pratique du CIO? Et ma deuxième question, elle concerne un argument qui est utilisé par, je dirais, les détracteurs de la proposition de loi, qui est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la liberté de religion, et qui consiste à dire qu'en réalité, pour les licenciés qui ne seraient pas membres des équipes de France, cette proposition de loi serait une restriction illégitime à la liberté religieuse. Alors, à titre personnel, je ne partage pas cette analyse, mais j'aurais aimé connaître votre point de vue. Merci beaucoup. Merci Alban. Je vais répondre du mieux que je peux, sachant que c'est toujours un mélange entre la sociologie et le droit. Donc effectivement, le CIO a une situation, je dirais, parfois ubuesque dans l'application du dispositif. Alors, premièrement, rappel pour tout le monde, la règle 50.2, elle n'est pas arrivée à l'origine des jeux modernes, elle est arrivée en 76, après les attentats de Munich de 72, et de 68 avec le point levé, vous savez, sur le podium de Jesse Owens. Et là, le CIO a dit qu'il faut imposer la neutralité. Donc ça, c'est le cadre. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, depuis le début des années 2000, grosso modo, il y a eu une adaptation du terme cultuel qui s'est transformé en culturel. Vous vous rappelez, pendant très longtemps, on nous a dit le port de certains signes n'est pas cultuel, mais culturel. Et donc, ça ne répond pas à la règle 50.2. Pour le coup, le procès dit des hijabeuses, je mets des guillemets contre la Fédé de foot, nous a renforcé les positions, puisque là, et moi je trouve que c'est très bien parce que c'est assumé, le port du hijab a été considéré dans le cadre de ce procès vraiment comme je dirais, un vêtement cultuel. Donc ça règle le postulat sur le territoire national. En fait, le CIO est dans une situation de variabilité de l'application de la loi, de sa propre règle. Et vous avez vu que la ministre des Sports, dans ses premières prises de parole, était également sur cette variabilité, parce qu'elle était en capacité d'autoriser le port du voile pour des jeunes femmes, mais d'interdire aux hommes de faire des prières. La difficulté, c'est où on met le curseur. Moi, je suis soit on autorise, soit on interdit, mais on ne peut pas avoir les deux. Donc, pour le CIO, je réponds à Alban la chose suivante d'un point de vue juridique, et il sera sûrement plus à même que moi de pouvoir valider ou pas mon argument. Ce qui est du CIO concerne le CIO. L'application sur le territoire national et le Conseil d'État de 2006 a rappelé qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, et je répondrai sur l'article 9 derrière, sur le territoire national depuis 2006. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, dans ses récentes décisions, a repris la règle 50.2 dans les argumentaires. Donc je trouve que là, on est bon. Maintenant, on marche sur des œufs. Sur l'article 9 de la CDEH, c'est toujours la chose qui est avancée, mais on l'a déjà eu, sauf erreur de ma part, Alban, dans le cadre de, vous savez, de la crèche Babylou. Ça avait été déjà abordé dans ce sens-là. Vous savez, c'était une jeune femme, je crois, on dit assistante maternelle, ou je ne sais plus comment on dit, qui bossait dans une crèche et qui portait son voile et qui avait été virée pour ce motif-là dans les années 90. Et ça avait fait un gros tollé et c'est allé jusqu'au bout. Et la CDEH avait donné raison à la jeune femme, et après la Cour européenne de justice, sauf erreur de ma part, avait donné raison à l'État français. Si on rapporte ça au sport, il est évident que, quoi qu'il arrive, cette loi sera attaquée au plus haut niveau et on fera avec. C'est déjà les règlements des fédés qui sont attaqués. Moi, la difficulté que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une jeune femme qui va porter, j'aime pas, on va parler du voile, c'est toujours embêtant, mais vous avez une jeune femme qui va porter le voile ou un jeune homme qui va porter une kippa et qui va être sélectionné en équipe de France, il va pouvoir le porter pour toutes ses compétitions sportives, mais quand il va arriver en équipe de France, il va devoir l'enlever. Ça ne tient pas en fait. Ça ne tient pas. Déjà là, aujourd'hui, quand on dit qu'une jeune femme à l'entraînement peut porter ses signes le lundi, le mercredi et le jeudi pour s'entraîner en foot, mais le dimanche sur le même terrain, elle doit l'enlever. Pour la compète, on se rend compte que ceux qui vont être en difficulté, ce sont les éducateurs et les entraîneurs. Donc, je ne peux pas préjuger de ce que va devenir les attaques en juridique et le droit derrière, mais effectivement, je pense que les combats sont tranchés, sont âpres, et les décisions de justice, jusqu'au bout, trancheront. On en a pour 10 ans. J'espère avoir répondu, Alban. Merci pour votre réponse, merci beaucoup. Et en 10 secondes, simplement, je voulais ajouter que j'étais en accord avec vous sur le fait que le débat est mal posé parce que Ah oui. on pointe finalement du doigt une seule et même religion, alors que si ce texte est adopté, il aura vocation à s'appliquer, je le rappelle et j'insiste là-dessus, à tout signe politique et Et oui, religieux, quelle que soit la religion, et ça, il faut le rappeler. c'est ce que j'ai dit en propos introductif. Hein. Et vous avez tout à fait raison, merci beaucoup. Merci.
Et donc, pour rebondir un petit peu sur la longue question, donc c'est bien pour ça qu'Alban, j'ai bien aimé que vous la posiez vous-même. Donc, si je comprends bien, donc si cette proposition de loi a été adoptée, la France serait le seul pays au monde à disposer d'une loi interdisant le port de signes ou de tenues religieuses dans les compétitions sportives. Le seul pays au monde, c'est ça? À ma connaissance, oui, on serait le seul, comme on est le seul à imposer la neutralité à l'école. On est dans une extension de la loi de 2004, en fait, hein. Alors, vous savez, je parle souvent de continuité éducative. Pour ceux qui ont déjà écouté ou lu ce que je prends comme exemple, je vais réitérer un exemple que j'aime bien. Vous avez, tiens, on va rester sur Massy, parce que je vais changer un peu, on va aller chez Xavier. Vous avez une jeune fille qui va être au collège de Massy et qui va pratiquer l'EPS de 14h à 16h, elle va pratiquer le handball en EPS, c'est la stricte neutralité qui s'applique. À 18h, la ville de Massy met à disposition le gymnase au sein du collège au club de handball de Massy. La gamine qui était là à 14h à 16h revient dans le collège. Là, elle retrouve pas son prof de PS, son entraîneur, mais c'est la même personne parce qu'il est passionné de handball. Et la gamine a le droit de porter un signe ostentatoire. Donc, comment voulez-vous qu'elle comprenne à 13-14 ans la différence, même lieu, d'éducation et d'entraînement, même professeur, même discipline et règles d'application différentes. Donc là, on a des difficultés. Je ne dis pas que c'est insurmontable à expliquer, je dis que c'est très complexe. Donc oui, on va avoir ce particularisme français. Mais n'oublions pas une chose, et j'en termine là-dessus, ce particularisme français va aussi sur une autre particularité. On est le seul pays au monde à financer le sport comme on le finance. Les autres pays, faut tout payer de A à Z. Donc, je dis pas que c'est un argument, je dis qu'on a le droit d'avoir notre spécificité. Et c'est particulier, mais j'entends que ça soit complexe, hein. À aucun moment je me permettrai de dire que c'est simple. Merci. Encore deux petites questions qui n'en font qu'une dans le chat. Je ne vois pas de lien entre laïcité et créneaux réservés dans les piscines. La plupart des sports se pratiquent en non-mixité. Pourquoi cela pose problème avec la natation? Et que dire aussi des créneaux de natation réservés à des catégories de population éloignées du sport, comme les créneaux ouverts aux personnes trans à Paris par des associations? Mais alors là, je suis complètement d'accord. C'est pas en lien avec la laïcité, c'est en lien avec la discrimination. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon intervention. On tombe sous le coup du pénal. C'est-à-dire qu'une association, que ça soit réservé que pour les trans, réservé que pour les chauves comme moi, par exemple, réservé que pour les femmes, ou j'en passe, en fait, tant qu'on ne réserve quelque chose et qu'on tombe sous le coup du pénal, on est vraiment sous le coup du pénal. C'est-à-dire que c'est bien prévu. Et d'ailleurs, j'ai eu un long débat avec un collègue, un patron d'une dragesse et un préfet sur une intervention il y a quelque temps, où je disais, mais on ne peut même pas financer ça, parce que techniquement parlant, on tombe sous le pénal. Si par exemple, vous avez un créneau de piscine, je vais rester sur le thème, sur la piscine qui est réservée à des jeunes femmes parce qu'elles elles ne veulent pas se montrer devant les hommes, et je ne parle même pas de religion, créneau réservé aux femmes, et que vous avez un homme qu'il soit maître nageur ou pas, qui n'a pas le droit de rentrer, là, vous êtes sous le coup du pénal. Par contre, s'il y a un homme qui est maître nageur et qui assure la sécurité, voire l'encadrement pédagogique du groupe, pas de souci. Mais là, on est sous le pénal. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas valable qu'en piscine, c'est valable sur des clubs de sport type musculation, clubs de sport de combat, etc. Et il faut différencier les créneaux, vous savez, les sports, vous avez la section féminine du club de basket et la section masculine du club de basket. Là, on a de la mixité par le croisement des infos, ils sont dans le même club, et ça devrait pas, on n'empêche pas les gens des autres sectes de se croiser. Vous avez aujourd'hui, à la fois dans des piscines, mais dans des clubs de sport autres, des gens qui ont plus le droit de se croiser. Je ne vais pas le localiser, mais vous avez un club de lutte où vous avez le même club, un tapis réservé aux femmes et un tapis réservé aux hommes. Ils n'ont pas le droit de se croiser. Les entraînements sont tout décalés pour qu'ils ne se croisent jamais. Là, on n'est plus dans la mixité, on est dans le séparatisme. Et là, on peut tomber sous le coup de la discrimination au sens du code pénal. Alors, effectivement, on me dit souvent, oui, mais nous, on veut favoriser le sport au féminin. Ben, très bien, mais pas à n'importe quel prix sur les valeurs de la République. Voilà. Si, alors, les dernières questions du chat. Alors, je regarde ça comme ça. Voilà.
Voilà. Donc, à part le badminton qui se pratique en mixité, tous les sports sont hors du cadre pénal. Les créneaux sont réservés entre hommes ou entre femmes, au handball, football, au rugby, etc. Alors là, je comprends pas bien la question. Il y a toujours du pénal, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas de figure, et là, c'est pas totalement vrai, puisque vous prenez jusqu'en U15 au foot, vous pouvez jouer en mixte. Les filles peuvent jouer avec les garçons avec les filles jusqu'en U15. Je parle du foot parce que c'est celui que je connais mieux et pour lequel j'ai fait le plus d'enquêtes. Si vous avez des violences sur un terrain de sport contre un arbitre ou contre des personnes, ça peut basculer en pénal. Je vous donne un exemple. Vous avez un des clubs de foot, je crois, dans le sud de la France qui vient de fermer au motif, dans un premier temps, des violences qui sont exercées. Et donc, ça peut basculer sous le coup du pénal. Donc non, non, le code pénal s'applique, y compris dans un club dans une pratique sportive. Sinon, on n'en sort pas. Par contre, que vous ayez des sections, je reviens sur ce que j'ai dit, ça fonctionne bien. D'ailleurs, vous avez le club de 7 pour illustrer mon propos, qui vient d'être fermé en mai dernier par le préfet de département parce qu'ils ont refusé d'ouvrir une section féminine dans le club au motif de leur religiosité, si j'en crois ce qui a été écrit par les médias, je mets bien les guillemets là-dessus, et donc on est bien sur une logique séparatisme là pour le coup. Donc non, non, on n'est pas les clubs, les sections réservées à 100% aux femmes. Moi, j'ai dû intervenir à la demande d'un directeur des sports dans une collectivité où l'association, elle fermait tous les rideaux et on fermait à clé pendant que les jeunes femmes s'entraînaient à l'intérieur. Donc ça, c'est pas autorisé du tout. Ça tombe en droit administratif et ça peut tomber en pénal. Ça, je suis presque sûr à 200%. Je ne suis pas un Merci. juriste, hein, donc s'il y a un juriste qui veut me contredire, je lui laisse le choix de le faire. Merci. Et puis la dernière question qu'on va poser, mais qui nous touche aussi directement, nous, directeurs des sports, aux responsables d'exploitation, d'installation, quand on remarque un comportement qui est inadapté ou qui ne correspond pas ou qui n'est pas validé ou respecter le règlement, comment agir sans amalgame? Ah, alors, la difficulté de l'amalgame et de la stigmatisation. La première des règles, elle est relativement simple. Je le dis, je le répète depuis des années, bientôt plus de 10 ans. Le niveau de formation aujourd'hui, à la fois des collectivités et à la fois des clubs de sport, est quand même très très faible par rapport à ce qu'on leur demande dans le cadre des lois qui sortent. Avoir un bon niveau de formation sur ces questions-là, et à mon avis prioritaire pour éviter amalgame et stigmatisation. Premier élément. Deuxième élément, quand on a un doute sur les problématiques qui sont citées, vous avez normalement dans chaque collectivité des référents laïcité, référents radicalisation, j'en passe, et des meilleurs. Ces gens-là, normalement, ont été formés à cet effet et ça, le relais va être pris par les services du renseignement. Je parle de séparatisme, repli communautaire, etc. Ça va partir au niveau des services de renseignement de la préfecture qui vont évaluer ce qu'il en est pour voir si c'est un vrai problème. Si c'est un vrai problème, ça va pour un club, ça va passer dans les CLIR, hein, les cellules de lutte contre l'islam radical, qui se réunissent grosso modo une fois tous les mois dans les préfectures. Si c'est plus grave que du repli communautaire, ça peut aller en GED, en groupe d'évaluation départementale, c'est-à-dire sous l'autorité du préfet. Et si c'est strictement rien, eh ben, tant mieux, vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez regardé quelque chose avec votre œil d'expert du sport, et je trouve que c'est très bien comme ça. Il y aura pas de personne ne dira la ville nous a balancé, comme on va mettre les guillemets, à la préfecture, personne n'est au courant de rien. Le but, c'est de faire des évaluations de problématiques diverses et variées. Moi, je conseille toujours de bien former les gens, de bien sensibiliser les acteurs, parce qu'aujourd'hui, pour suivre de près ce qui se passe, alors sûrement avec un regard biaisé, certains, je peux l'entendre, mais j'étais encore dans des quartiers très sensibles, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Les collectivités, elles ont compris qu'elles pouvaient être en première ligne sur ces questions-là. Et moi, je le rappelle, je suis éducateur sportif à la base. Un club qui ferme, pour moi, c'est qu'on a raté quelque chose et on a surtout 300 gamins ou 200 gamins ou 100 gamins qui vont être à la rue qu'il va falloir recaser. Donc, vaut mieux prévenir au plus vite les problèmes et ne pas laisser les choses s'envenimer parce que ça prend des proportions très rapides derrière. J'espère avoir répondu. Et donc prévenir, et on prévient qui? À ce moment-là, juste on signale.
Donc, Quand on signale, c'est l'autorité préfectorale. Il y voilà. a, il y a, OK. il y a un mail, il y a un mail dans chaque préfecture, alors c'est toujours le terme un peu connoté, mais il y a un mail préfecture radicalisation. Il y a une personne par préfecture qui s'occupe que de ça. Parfait. Merci. Merci à vous tous. Il est 12h17. On s'était promis une trentaine de minutes d'échange sur ce sujet qui pourrait prendre beaucoup de temps, bien entendu. Et puis le débat n'est pas fini parce que l'actualité nous rattrape ou nous devance parfois. L'enregistrement sera donc disponible sur le site internet de l'association www.asporta.org. Je vous invite aussi à poser vos questions si vous en avez des supplémentaires à notre association, en espérant que vous avez aussi pris des informations auprès de Médéric Chapiteau. N'hésitez pas à le contacter aussi. Ses coordonnées sont facilement trouvables et puis on vous pourra vous les transmettre, bien entendu, à votre disposition. Et voilà, j'arrête l'enregistrement.